Bonsoir, bienvenue à tous et toutes pour cet événement de l'état de l'art, un format qui est très chouette à l'INHA, qui a été porté, fondé et organisé par Lucie Grandjean, qu'on salue et qui est partie pour de nouveaux horizons. Donc je reprends le relais de coordination de cet événement qui donne un peu la parole à des personnes qui font l'actualité des publications, des expositions en histoire de l'art et en archéologie et en disciplines voisines. Et on se réjouit des grandes révélations qui vont être faites sur Valadon ce soir. On est être en compagnie de deux personnes que j'aime beaucoup. C'est Clément Dirier, donc l'auteur de ce livre, Valadon, dont quelques exemplaires ont été amenés par Les Pérégrines, qu'il a édité dans la collection Icône. Une possibilité de vente de ce livre à l'issue de cette discussion. Clément Dirier, qui est historien, critique d'art, commissaire d'exposition, qu'on connaît notamment aussi pour sa monographie sur Iris Clair, chez Hermann, c'était en 2021. Entre autres choses, et donc qui signe ce livre intitulé Valadon. Et qui discute, et j'ai trouvé que c'était une personne tout à fait de choix et tout à fait appropriée, avec Delphine Vanès, qui est elle aussi, en fait, historienne de l'art et éditrice, hein, parce que c'est aussi une autre de tes fonctions que je viens de complètement oublier, sans avoir de chez JRP Édition. Donc Delphine Vanès, qui est historienne de l'art, qui mène une thèse sur Angèle de La Salle, qui est une peintre du tournant du XXe siècle, mais aussi éditrice. Elle l'a été longtemps à l'INHA ici, elle l'est toujours pour la revue Histoire de l'art, qui fait un travail formidable dans la promotion de la jeune recherche. Et donc voilà, par affinité de sujet, aussi par ta connaissance du contexte et ta lecture de ce livre, tu vas un peu nous guider à travers cette monographie et essayer de voir comment elle fonctionne. C'est maintenant que je me tais et avant de céder la parole, je rappelle que voilà, ça va durer à peu près une 40-45 minutes d'échange et on garde un quart d'heure du format pour des échanges avec la salle, les questions du public. Surtout, n'hésitez pas, préparez-les. Et ensuite, on aura un moment un peu plus peut-être convivial autour de cette table où trônent quelques-uns de tes livres. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci Victor. Alors je ne vais pas commencer par introduire Suzanne Valadon. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez probablement vu l'exposition du Centre Pompidou qui a été présentée plus tôt cette année. Donc cet ouvrage de Clément Dirier s'inscrit dans un regain d'intérêt pour la figure de Suzanne Valadon, qui s'est manifesté par plusieurs expositions ces dernières années. Avant celle du Centre Pompidou, il y avait eu en 2023-2024 une première version de l'exposition au Centre Pompidou Metz et au Musée d'Art de Nantes. En 2022, une exposition de la Barnes Foundation à Philadelphie qui s'intitulait Suzanne Valadon, modèle, peintre et rebelle. Et encore avant ça, en 2020-2021, au Musée des Beaux-Arts de Limoges et au Monastère Royal de Brou avait eu lieu une exposition intitulée Valadon et ses contemporaines qui mettait en regard la figure de Valadon avec 50 artistes, peintres et sculptrices contemporaines, dont Louise Abéma, Georgette Agut, Émilie Charmy et tant d'autres. Donc c'est dans ce mouvement d'intérêt que s'inscrit l'ouvrage de Clément Dirier. Dans les premiers chapitres de votre livre, vous expliquez la genèse de ce projet et c'est justement en visitant l'exposition de Nantes que vous prenez d'un intérêt très fort pour cette peintre. Et j'aurais souhaité commencer par cette question assez simple, aux réponses sûrement nombreuses et complexes. Mais pourquoi Valadon ? Qu'il s'agisse d'un choc visuel, formel ou d'une imbrication entre son art et sa vie, qu'est-ce qui vous a attiré chez cette figure ? Merci Delphine et merci Victor pour l'introduction et pour l'invitation. J'avais juste une petite question avant. Qui a vu l'exposition au Centre Pompidou dans la salle ? D'accord, donc presque tout le monde. Donc vous voyez les tableaux dont on va parler ce soir. Et
Je vais répondre à cette question en commençant par le matin de l'ouverture de l'exposition au Centre Pompidou, donc à Paris. Je me rends pour le vernissage presse, je crois, et j'étais très inquiet parce que je me suis aperçu que ça allait être que la deuxième fois dans ma vie que j'allais me retrouver avec autant de peintures de Suzanne Valadon autour de moi. Et comme à un deuxième rendez-vous amoureux ou à un deuxième rendez-vous de travail, je me suis dit, est-ce que la révélation, parce que vous avez dit un intérêt fort, mais c'est vraiment une révélation, en fait, c'est vraiment un choc que j'ai eu au musée d'art de Nantes l'année d'avant, va se répéter, va recommencer, ou est-ce qu'il va y avoir comme ça une déception et me dire j'ai fait tout ça et ce travail finalement évidemment ne m'intéresse pas, mais voilà, peut-être que j'ai pas la même sensation en voyant le travail, et heureusement j'ai eu la même sensation et j'étais très content de revoir les tableaux et de voir certains tableaux pour la première fois, parce que c'était vraiment comme une répétition de ce choc que j'ai eu au musée d'art de Nantes quand j'ai vu l'exposition en février 2024. À la fin de l'exposition, comme je le dis dans le livre au début, je raconte un petit peu comment je suis arrivé à cette exposition, qui est un chemin un peu oblique, parce que je suis allé à Nantes pour voir une exposition sur Gengis Khan, donc vraiment rien à voir, et les manières dont les empires mongols ont changé le monde. C'était la raison de ma présence à Nantes. Et puis je suis allé voir l'exposition Valadon comme une cerise sur le gâteau, en me disant bon, bah, je suis à Nantes, je vais aller voir Valadon. J'ai jamais vu de rétrospective de Suzanne Valadon, pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas eu beaucoup de rétrospectives de Suzanne Valadon depuis que je suis actif en tant que spectateur et actif dans le monde de l'art. Mais c'était vraiment pas un but de cette journée à Nantes. Et je suis rentré dans l'exposition, dans le patio du musée d'art de Nantes, et j'ai vraiment eu une révélation à la fois visuelle et théorique ou cérébrale. Visuelle parce que j'ai vu des tableaux, j'ai vu peut-être 7 tableaux ou 8 tableaux dans cette exposition qui étaient pour moi des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Et je me suis dit comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ces tableaux, que je les ai jamais vus réunis dans une exposition, qu'ils n'ont jamais été mentionnés dans mes cours d'histoire de l'art à l'université. Et puis un choc théorique parce que c'était le moment où j'éditais un livre important de Griselda Pollock et Rosika Parker qui s'appelle Maîtresse d'autrefois, qui est la traduction en français d'un livre qui s'appelle All Mistresses, qui a paru au Royaume-Uni en 1981. Et j'étais vraiment immergé dans l'édition, la traduction de cet ouvrage-là. Et en fait, en voyant Valadon au musée d'art de Nantes, j'ai eu la confirmation de tout ce que disaient Griselda Pollock et Rosika Parker. Et en fait, quand on est un historien de l'art, un chercheur, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'art, en fait, pouvoir éprouver physiquement quelque chose qu'on étudie de manière théorique et scientifique, c'est absolument miraculeux, en fait. Donc, il y a eu comme ça comme un court-circuit qui s'est créé, et notamment un tableau qui s'appelle La tireuse de cartes, qui était malheureusement pas dans l'exposition du Centre Pompidou à Paris, sur lequel je suis revenu 5 ou 6 fois, parce que vraiment, le tableau me paraissait un tableau très très important de l'histoire de l'art, à la fois par les couleurs, par le thème, par la composition, et évidemment par la manière dont Suzanne Valadon, soit comme le portrait d'une femme, soit en tant qu'autoportrait, se mettait en scène dans ce tableau, en fait. Et donc, il y a vraiment eu une révélation. Et comme je le dis dans le livre, je suis sorti de cette exposition et j'ai cherché des livres sur Suzanne Valadon. Et malheureusement, tout ce qui existait plus ou moins sur Suzanne Valadon à l'époque, mais plus que moins, c'était principalement, à part le catalogue d'exposition, des romans biographiques qui traitaient Suzanne Valadon comme une danseuse, la maîtresse des grands artistes, une fille de la bohème, et qui mettent souvent, avec un langage assez cru, machiste, de côté sa peinture pour mettre en avant son destin d'artiste et de femme, qui est évidemment extraordinaire, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais qui mettait de côté son travail plastique, son œuvre, et qui parlait d'elle d'une manière qui me semblait assez inélégante, et en tout cas pas du tout en prise avec les enjeux de l'histoire de l'art du XXIe siècle. Et donc, comme je n'ai pas trouvé de livre à acheter pour essayer de remplir ma soif de connaissances sur Suzanne Valadon, je me suis dit, bah, pour une fois, au lieu de te plaindre, au lieu de te dire que personne n'a fait le travail, essaye de faire ce livre toi-même, en fait. Donc vraiment, c'est vraiment venu
d'une pulsion scopique, c'est-à-dire de vouloir voir ces tableaux, et donc pour répondre à la question de plus m'intéresser à l'œuvre que à la vie de Suzanne Valadon, et puis d'une pulsion théorique, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi ça m'intéresse, pourquoi ça faisait sens avec la recherche aujourd'hui, et pourquoi ça n'avait pas été vu pendant tant d'années et tant de décennies, parce que avant ces expositions que tu rappelais, le dernier grand moment pour Suzanne Valadon, c'était la rétrospective au Musée national d'art moderne qui était au Palais de Tokyo à l'époque, qui date de 1967. Donc entre 67 et les années 2020, ça fait quand même beaucoup de générations de visiteurs et d'amateurs d'art et d'historiens de l'art a fortiori qui n'ont pas pu voir Valadon, en fait. Donc aussi, si on connaît, c'est aussi mal Valadon et qu'on a accentué tant sur sa vie, c'est parce que son œuvre n'avait pas été visible. Vous mentionniez à l'instant votre travail sur la publication française de Maîtresse d'autrefois, de Parker et Pollock. Donc un ouvrage qui est sorti aux États-Unis en 1981, qui a été très important dans l'historiographie américaine, mais aussi française, mais qui n'a été traduit en français qu'en 2024. Et donc vous mentionnez que ce travail a vraiment informé votre démarche et votre approche de l'œuvre de Valadon. Et en même temps, vous expliquez que Valadon ne s'est jamais exprimée sur le genre. On sait qu'elle a participé aux expositions des femmes artistes modernes, donc un groupe d'artistes femmes qui se sont réunis dans les années 30 pour organiser des expositions non mixtes. Mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment de traces d'un engagement féministe. Vous employez le terme artiste-femme entre guillemets et vous expliquez dans l'ouvrage pourquoi. Et donc je me demandais comment vous avez un peu pu négocier avec cette tension et quelles ont été les questions posées par Parker et Pollock qui s'avèrent pertinentes encore aujourd'hui et qui s'avèrent pertinentes en particulier dans le cas de Valadon. Ce qui m'a autorisé à écrire le livre, en fait, après avoir découvert Valadon en février 24, et il fallait remettre le manuscrit, parce que le seul moyen que ce livre paraisse, c'était qu'il sorte au moment de la rétrospective Suzanne Valadon au Centre Pompidou à Paris. Sinon, j'avais très peu de chance de trouver un éditeur qui voulait m'accompagner sur ce projet. Et c'est vrai que c'était aussi une idée que j'avais tout de suite de proposer au Pérégrine dans cette collection icône, pour deux raisons. La première, je trouvais assez beau que Valadon devienne tout de suite une icône, parce que je pense qu'elle va devenir une icône. Je pense qu'elle va être une icône dans les décennies à venir. Et puis parce que le principe de cette collection, c'est que l'artiste est appelé par son nom de famille. Et donc je trouvais ça bien que ce soit uniquement Valadon et pas Suzanne Valadon. C'est-à-dire Valadon comme on dit Picasso, comme on dit Matisse, comme on dit Dufy, comme on dit... donc de ne pas la résumer à Suzanne Valadon, à son prénom, mais vraiment comme une artiste. Le livre de Parker Pollock, alors il est important pour plein de raisons, mais la leçon principale de ce livre, c'est de dire que ce livre n'est pas la volonté de proposer une nouvelle histoire de l'art où on mettrait les artistes femmes, ou les artistes qui sont des femmes, au même niveau que les hommes. C'est plutôt essayer de comprendre comment l'histoire de l'art pourrait être modifiée si on prenait vraiment en pleine considération les pratiques des artistes femmes. En fait, c'est comment les pratiques des artistes femmes peuvent changer l'histoire de l'art, ou plutôt comment les pratiques des artistes femmes auraient changé la manière dont on écrit l'histoire de l'art. Donc autour de notions autour du génie, de l'autorité, de la pratique collective, du rapport évidemment avec des arts décoratifs ou des arts mineurs. Et ce que je disais au début, c'est que le fait d'avoir cette matrice théorique de Pollock Parker au moment où je commençais à écrire ce livre, c'est aussi ça qui m'a autorisé à faire le livre aussi rapidement, parce que je ne suis pas un historien de l'art moderne, parce que j'avais une grille théorique sur laquelle m'appuyer pour déployer tout ce que je voyais dans le travail, la pratique de Suzanne Valadon, à l'aune des réflexions de Parker Pollock. Et l'autre chose qui m'a autorisé aussi, c'est que Suzanne Valadon, alors elle a peu écrit sur le genre, mais elle a peu écrit tout court, en fait. Donc, quand vous allez, je pense, commencer à faire un livre sur Matisse ou Picasso, vous vous dites que vous allez devoir lire un certain nombre de livres de personnes qui vous ont précédé. La bibliographie sur Suzanne Valadon, elle est très, très
réduite, parce qu'elle a très peu écrit. Il y a quelques lettres à la bibliothèque Kandinsky dans le fond Suzanne Valadon. Il y a quelques catalogues d'expositions, quelques textes des années 20, des années 30 de son vivant, mais qui sont, comme on faisait à l'époque, des textes assez courts, en fait, et puis souvent des textes très littéraires. Et puis après, il y a très peu de fortune critique, en fait. Donc c'est ça aussi qui m'a autorisé. Et donc le livre de Parker Pollock devenait vraiment une boîte à outils, en fait, pour travailler sur cette question de Suzanne Valadon, avec aussi cette idée que ce qui était intéressant, c'est que Suzanne Valadon était presque une mise en pratique de certains des chapitres de Parker Pollock, parce qu'il y a notamment un chapitre qui est très important, qui s'appelle Des femmes peintes, qui est sur la représentation du corps féminin par les artistes hommes et les artistes femmes au XIXe siècle, où vous avez des pages absolument parlantes, où en fait il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de texte sur la manière dont les artistes hommes ont représenté les femmes au XIXe siècle. Il suffit de mettre les quelques images que nous avons mises dans cette édition du livre les unes à côté des autres, et vous voyez que généralement la femme était représentée soit comme la putain, soit comme la déesse, soit comme venant d'effectuer un acte sexuel, soit allant effectuer un acte sexuel. En fait, c'est très parlant de manière visuelle, et Suzanne Valadon est l'une des premières artistes à représenter le corps féminin, le sien ou celui d'autres modèles, comme un corps actif, en fait, et pas un corps passif. Et il y a notamment cette fameuse affiche pour le bal des artistes en 1927, où elle se représente de dos, à la fois modèle, puisqu'elle est sur un pupitre de modèle, mais elle nous tourne le dos et elle peint avec son pinceau. Donc elle a à la fois cette modèle et cette peintre en même temps. Et Griselda Pollock, Rosika Parker permettait en fait toujours d'avoir une pensée de l'ambiguïté ou de la dualité. En fait, une des choses qui était très importante pour moi, c'est en regardant les dates, de m'apercevoir, en fait, on a souvent l'habitude de dire que Suzanne Valadon a été modèle et après peintre. Et en fait, quand on regarde les dates, elle était modèle et peintre en même temps. En fait, les premiers tableaux en 1883, elle rencontre Toulouse-Lautrec en 1884. Donc ce premier tableau, qui est déjà signé Suzanne Valadon, alors que la légende veut que ce soit Toulouse-Lautrec qui l'ait appelé Suzanne en référence à Suzanne et les vieillards, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette légende, parce qu'elle ne peut pas s'appeler Suzanne Valadon d'après Toulouse-Lautrec avant d'avoir rencontré Toulouse-Lautrec. Donc soit Toulouse-Lautrec a confirmé un surnom qui traînait dans le milieu de Montmartre, soit Suzanne Valadon a signé a posteriori son tableau. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ne fonctionne pas, et on s'aperçoit donc que Suzanne était modèle en même temps qu'elle était peintre, et pour moi ça change tout à fait la manière dont on voit les choses. Et à partir de cette première déconstruction de Suzanne Valadon, pas modèle et puis peintre, mais modèle et peintre en même temps, je me suis dit, en fait, il y a plein d'autres choses à déconstruire de tout ce qu'on nous raconte sur Suzanne Valadon. Et vraiment, la première partie du livre, après ce début sur pourquoi j'en suis arrivé à Suzanne Valadon, est une tentative de déconstruire un peu tous les clichés qui étaient attachés à sa personne, avant, dans les chapitres du milieu et de la fin, de s'intéresser à l'œuvre proprement dite et à qu'est-ce que les tableaux nous disent de sa pratique de l'art, de sa vision de l'art, parce que comme elle a très peu écrit, en fait, les seules traces qui nous restent de ce que pensait Suzanne Valadon, ce sont ses tableaux, en fait. Et donc, les tableaux ne sont pas des preuves, évidemment. Les tableaux, c'est toujours comment dirais-je, une traduction d'une pensée d'un artiste, mais quand même, ce que Suzanne Valadon a voulu nous dire, c'est dans les tableaux. Et si cette pensée de Parker et Pollock constitue une grille de lecture, comme vous le dites, il n'y a pas uniquement le prisme du genre que vous prenez en compte. Vous mentionnez là son expérience de modèle, donc de travailleuse, qui a un niveau quand même assez bas dans la hiérarchie sociale. Et dans un chapitre intitulé « Une question de classe », vous comparez Valadon à Berthe Morisot et à Mary Cassatt, donc qui ne sont pas tout à fait de la même génération, qui sont d'une génération précédente, mais qui sont tout de même contemporaines et qui ont en commun d'avoir connu et travaillé avec Degas. Et vous soulignez que toutes trois remettent en cause, plus ou moins manifestement, le regard académique masculin. Je cite, mais voilà, vous les différenciez en raison de la classe sociale, et j'aurais bien aimé vous entendre un peu plus sur ce point-là. La leçon aussi de Parker et Pollock, c'est vraiment un livre passionnant pour tout le monde, en fait, pas que pour les historiens d'art, parce que c'est vraiment un livre qui vous oblige à penser vous-même comment vous travaillez la discipline, et à toujours essayer d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, en écrivant le livre, je me suis vite
aperçu que ça ne me satisfaisait pas de me dire que Suzanne Valadon avait été oubliée pendant tant de décennies juste parce qu'elle était une artiste qui était une femme. Je me suis dit, il doit y avoir autre chose dans cet oubli ou cette relégation de Suzanne Valadon. Et en fait, la question de la classe est vraiment une question importante dans cette relégation. Donc, une question de classe, c'est à la fois la classe sociale et une question de classe au sens du standing, en fait. Parce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles Suzanne Valadon n'a pas été considérée à sa juste mesure, selon moi, c'est parce que ce qu'elle représentait n'est pas du tout distingué, pas du tout charmant, pas du tout raffiné, pas du tout élégant. Pas uniquement parce que les artistes femmes devraient faire une peinture élégante, mais aussi parce que c'était une réalité qu'on n'avait pas forcément envie de voir, parce que le sujet principal de Suzanne Valadon, c'est quand même des femmes du peuple âgées, des femmes du peuple avec les seins affaissés, avec les chairs matures, avec des regards un peu dans le vague. Donc c'est vraiment montrer une réalité du corps de la femme et aussi du corps de l'homme, mais d'une manière complètement différente, qui n'est pas du tout, entre guillemets, satisfaisante pour l'œil, ou en tout cas alors appétissante pour le male gaze, pour dire les choses très très rapidement, mais qui n'est pas du tout dans les canons de la beauté, en fait. Et donc je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles elle a été reléguée, parce qu'elle montre quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie de voir, quelque chose qu'elle-même elle connaissait, parce que c'est ça aussi la grande force de Suzanne Valadon, c'est qu'elle peint exactement ce qu'elle a vécu, et je me suis aperçu très vite, je pense qu'il y a très peu d'artistes de cette période-là qui ont été à la fois autant représentés, qui se sont autant autoportraiturés. C'est-à-dire que Valadon, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut la suivre de ses 18 ans à sa mort, peinte à la fois par tous les artistes qui l'ont peinte, mais aussi par elle-même, en fait. On a un nombre de représentations de Suzanne Valadon, ou d'auto-représentation, qui est vraiment très impressionnant. Et donc la question de la classe permettait un petit peu de casser ce nœud juste du genre, en fait, parce que ce qui était aussi intéressant, c'est que quand on regarde les tableaux de Berthe Morisot et Marie Cassatt, donc, qui sont des femmes artistes impressionnistes, mais qui n'ont jamais vraiment disparu, pour le coup. Alors, elles n'ont pas disparu parce qu'elles ont été achetées très tôt, parce qu'elles étaient soutenues par des collectionneurs, aussi parce qu'elles représentaient sans doute quelque chose qu'on avait envie de voir, issu de la haute bourgeoisie, quelque chose qui était justement charmant à l'œil. Encore une fois, je ne parle pas de ça parce que c'est des artistes femmes, mais parce que c'est vraiment la nature même de la forme, même de la matière vaporeuse de Berthe Morisot, etc. Pourtant, Berthe Morisot et Marie Cassatt, elles représentent l'intimité domestique, elles représentent aussi les extérieurs, alors que Suzanne Valadon, par exemple, ne représente que très peu les extérieurs. Alors que s'il y avait vraiment une femme, fin 19e, début 20e, qui avait la possibilité, une femme artiste qui avait la possibilité d'aller dans tous les milieux sociaux, d'aller à Montmartre, d'aller à l'extérieur, elle aurait pu peindre des scènes de cirque, elle aurait pu peindre des scènes de rue, elle aurait pu peindre plein de choses, parce qu'elle avait cette possibilité de se mouvoir dans l'espace social sans les contraintes liées à la bourgeoisie, qu'on voyait très bien dans l'exposition Caillebotte, où c'est très très rare qu'il y ait une femme qui se promène toute seule dans la rue. Elle était souvent accompagnée d'une femme plus âgée ou d'un homme. Suzanne Valadon, elle pouvait vraiment se promener partout. Pourtant, elle décide de ne reproduire que des scènes, de ne peindre que des scènes de l'intimité, en fait. Donc c'était aussi pour dire que finalement, le prisme du genre, il est intéressant, mais il ne faut pas s'arrêter là, et que la question de la classe est peut-être aussi une question très intéressante. Et ça, c'est aussi une leçon, évidemment, de Griselda Pollock et Rosika Parker, et d'essayer de comprendre pourquoi Suzanne Valadon a été reléguée, parce qu'il y avait elle forçait les personnes à regarder, les spectateurs à regarder quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de voir, peut-être d'une certaine manière. Enfin, il y a vraiment cette imbrication entre... je trouve que quand c'est ce à quoi on peut s'attendre avec un écrit monographique, mais cette imbrication entre l'art et la vie, entre ce que la personne représente et ce qu'elle voit dans son quotidien, elle est quand même très forte et vous la montrez bien. Je voulais juste faire peut-être un petit excursus pour parler de la manière dont le livre est écrit pour ceux d'entre vous qui
qui souhaitent le lire. En fait, vous ne suivez pas du tout un fil linéaire. Vous avez choisi d'écrire c'est plutôt un recueil d'essais thématiques. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. On navigue d'une époque à l'autre. Donc Valadon a une carrière qui s'étend sur 50 ans, c'est ça à peu près, sur un demi-siècle. Donc le monde se transforme et elle continue à peindre. Et donc oui, et en filigrane, il y a la question de l'histoire du goût, parce que vous montrez bien ses succès à l'époque de Montmartre, ses succès dans l'entre-deux-guerres. Vous montrez aussi comment finalement une sorte de muséification un peu de Montmartre, je ne sais plus quel terme vous employez exactement, mais quelque chose comme ça, qui se fait un petit peu après l'heure de gloire de Montmartre. Vous parlez des acquisitions de ses œuvres de son vivant par des collections publiques. Mais ensuite, elle est reléguée un peu au second plan dans la seconde moitié du XXe siècle, comme vous le disiez à l'instant. Et je me demandais aujourd'hui, au-delà d'un intérêt plus généralisé pour les artistes femmes et au-delà des efforts qui sont mis en œuvre par les musées même, souvent pour faire voir les artistes femmes de leur collection, qu'est-ce qui explique cet intérêt du public, cette admiration pour Valadon, ce goût à nouveau pour sa peinture ? Voilà, je me demandais votre point de vue sur cette question. Par où pourquoi prendre elle nous touche, oui, non. Non, oui, pardon. Non, voilà ce que je voulais dire. La manière dont le livre est écrit, ça répond aussi un peu au cahier des charges de la collection, en fait, qui est vraiment une collection où les pérégrines demandent à des auteurs, autrices d'écrire sur des icônes de l'histoire de l'art ou de la culture. Alors Valadon, c'est un peu différent, mais effectivement, il y a des titres sur Duchamp, sur Prince, sur Cousteau, sur Tabarly, sur Yoko Ono, sur Angela Davis, donc qui sont des artistes ou des figures culturelles sur lesquelles il y a beaucoup de livres. Donc vraiment le ton de la collection et cette volonté d'écrire des essais avec pas forcément de faire toute la vie de l'artiste, mais justement voilà, avoir des entrées un petit peu différentes. Et ça me convenait très très bien, justement pour aborder différentes choses. Je trouvais que c'était aussi très important et j'aurais aimé le faire beaucoup plus, mais à un moment donné, il y a un principe de réalité, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que d'être une artiste qui était une femme à Montmartre, de 1883 à sa mort en 1938, donc une histoire un peu urbaine et sociologique en fait de ce milieu-là, parce que je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que je l'ai réalisé après, mais Suzanne Valadon, elle doit tout peut-être en tant que peintre au fait que sa mère a choisi de venir de Limousin et de s'installer à Montmartre. C'est-à-dire que, est-ce que Suzanne Valadon serait devenue une peintre si sa mère avait emménagé à Montrouge, à Montreuil ou au Lilas? Je ne sais pas, parce qu'en fait, la légende veut qu'elle aurait commencé à avoir les ateliers en livrant du linge, mais peut-être qu'elle était arrivée dans ce milieu-là et qu'elle serait arrivée ailleurs, elle ne serait pas devenue une peintre en fait, peut-être qu'elle le serait devenue, mais je trouvais ça intéressant d'essayer de s'intéresser à cette histoire de Montmartre et de se rendre compte que, effectivement, il y a le Montmartre de la grande époque, le Montmartre du Chat Noir, et qu'à partir de 1920, qui est vraiment la période où Suzanne Valadon est très connue, expose, achetée par l'État, avec une monographie qui sort chez Gallimard en 1922, enfin vraiment, elle devient une artiste officielle presque, d'une certaine manière. C'est le moment où on commence à patrimonialiser Montmartre, en fait, et donc elle devient une figure témoin, parce qu'elle est encore là dans les années 20 et 30, alors qu'elle était déjà là dans les années 1880, en fait, et donc c'est intéressant aussi la manière dont elle devient presque un témoin et une passeuse au moment où l'histoire de l'art s'écrit plus à Montparnasse, pour schématiser les choses. Et par rapport à cette question de l'histoire du goût, en fait, donc artiste femme, c'était sans doute une raison pour laquelle on ne l'avait pas tant regardé. La classe sociale, c'était une autre raison, mais je me disais qu'il y avait encore une troisième raison peut-être sur ce retard dans la réception de Suzanne Valadon, qui était en fait cette idée qu'elle était moderne sans être d'avant-garde, c'est-à-dire que elle propose une représentation de la modernité qui est éminemment moderne, parce que les tableaux qu'elle peint n'auraient pas pu être peints 100 ans plus tôt, ou ne seraient pas
forcément pas aujourd'hui, ou en tout cas pas considérée de la même manière, sans être d'avant-garde, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans aucun mouvement, elle est ni cubiste, ni surréaliste, ni dada, ni précubiste, elle fait pas partie du retour à l'ordre, donc en fait elle est jamais dans les avant-gardes de l'époque, du 1er XXe siècle. Et la manière dont l'histoire de l'art a été écrite pendant très longtemps, c'était quand même en suivant les avant-gardes, avec cette idée qu'il fallait qu'il y ait un progrès en art et que chaque avant-garde succédait à l'avant-garde précédente et poussait l'innovation plus loin, poussait l'originalité plus loin. Et la question de Suzanne Valadon, c'est pas du coup la question de l'innovation, de l'originalité ou de l'avant-garde. C'est vraiment la question de la représentation de l'intimité, de la sphère domestique, des relations humaines, des relations entre les générations, de la représentation du corps, féminin, masculin, nu, habillé. Et c'est en ça aussi, où, si on commence à s'intéresser à ça, eh ben on commence à penser l'histoire de l'art d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on innove qu'on est forcément meilleur que quelqu'un qui n'innoverait pas. Et donc, c'était la troisième chose. Je me suis dit, voilà, c'est aussi pour ça que pendant la deuxième moitié du XXe siècle, quand vraiment les histoires de l'art se sont écrites, comme celle de Gombrich, vraiment les grandes histoires de l'art, on ne l'a pas regardée parce qu'effectivement, elle ne propose pas de solution formelle, innovante, même si c'est une grande peintre. Hein. Je dis absolument pas que c'est pas une grande peintre, parce que quand on voyait les tableaux à la rétrospective au Centre Pompidou, on voyait à quel point ces tableaux sont pas du tout des tableaux faciles, en fait. La manière dont elle utilise un nombre de couleurs assez extraordinaire pour peindre les chairs, le jeu avec les textiles, le jeu avec les perspectives, les jeux de miroirs, même la manière dont elle arrive à introduire une narration dans certains de ces tableaux, ou une narration entre des tableaux qui seraient un petit peu de la même série est assez impressionnante. Et donc ces tableaux ne sont pas uniquement des représentations de sa famille ou de la sphère domestique comme on voudrait le résumer, c'est ça, mais c'est aussi des tableaux à décoder, en fait. Et ça, je me suis aperçu avec ce tableau qui est très important, qui est le tableau de sa nièce et de sa petite nièce, où en fait elle fait une généalogie de sa famille tout en faisant aussi une généalogie de son propre goût en histoire de l'art, en mettant une gravure de Degas à la même hauteur que le visage de sa petite nièce, en fait. Et donc, j'irai pas jusqu'à dire que la peinture de Suzanne Valadon est une peinture mentale, mais il y a quand même, voilà, cette idée de quelqu'un qui crée des tableaux avec des énigmes à déchiffrer, des choses à décoder. Et donc, voilà, je pense que c'est l'une des raisons aussi de ce retard, en fait, c'est ce rapport à la modernité sans être d'avant-garde. Et donc aujourd'hui que quand même la recherche à la fois en histoire de l'art, et le regard aujourd'hui se multiplie, en fait, s'enrichit de strate en strate. Je pense qu'on est plus à même de regarder Suzanne Valadon, qu'elle nous propose des représentations qu'on n'avait pas l'habitude de voir, en fait, quand on regarde avec ses contemporains, en fait, et qu'il y a une vérité, en fait, dans ces tableaux qui est vraiment, je crois, qu'on voit surtout dans ses autoportraits, où il n'y a aucune flatterie, il y a vraiment cette recherche de la vérité pure. Et cette phrase qui m'avait marqué, que j'aimerais bien qu'elle soit de moi, mais bon, elle n'est pas de moi, je l'ai vue dans un article, c'est-à-dire de proposer une image du pauvre qui ne soit pas pauvre, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on s'intéresse à des sujets populaires, pauvres, qu'on doit créer des images qui seraient des images simplistes ou purement réalistes, en fait. Et donc, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on est capable de voir, de comprendre, et évidemment ça résonne aussi aujourd'hui parce qu'on est dans cette recherche et relecture des généalogies de l'art qui ne seraient pas que des généalogies masculines mais aussi féminines. Après, c'est intéressant parce que évidemment Suzanne Valadon, c'était la deuxième question, elle n'a jamais pris un parti pris pour le genre, en fait. Pendant très longtemps, vous le disiez, elle n'a pas voulu exposer uniquement avec des femmes. Ça, vous connaissez beaucoup mieux que moi, mais les femmes artistes modernes, le salon, la créatrice du salon des femmes artistes modernes, elle a dû un petit peu se battre pour pouvoir inclure Suzanne Valadon dans ses expositions avec uniquement des artistes femmes. Donc, oui, c'était pas une question d'une certaine manière pour elle, même si dans ses tableaux, évidemment, c'est une question qu'elle pose. Bon, je pense que j'ai encore le temps pour une dernière question. J'avais envie de terminer sur une question plus formelle par rapport à l'écriture.
Et on sent vraiment dans ce livre que dès le départ, vous veillez à situer votre pensée, vous contextualisez votre rencontre, votre expérience de l'œuvre de Valadon. Et vous employez régulièrement la première personne, vous vous adressez aux lecteurs et aux lectrices avec le pronom « vous ». Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas des questions rhétoriques, mais vraiment plus comme des graines de pensée que vous plantez dans l'esprit des lecteurs et des lectrices. Et je me demandais ce qui avait motivé ces choix d'écriture. Est-ce qu'ils ont été guidés en fait par le sujet, par la dimension monographique qui laisse forcément une grande place à la personnalité, ou est-ce que ça tient à d'autres ressorts J'avais quand même une question d'enquête en fait, c'est-à-dire cette révélation au musée d'Art de Nantes de pourquoi c'est si important, et j'en ai absolument aucune connaissance ou aucune idée. Donc il y avait vraiment l'idée de chercher Suzanne Valadon d'une certaine manière. Donc ça impose peut-être, ou ça permet d'utiliser le jeu. Il y avait aussi cette volonté qui est, je pense, encore une fois de Parker Pollock, de proposer des hypothèses en fait, donc de pas forcément être assertif sur tout ce que je peux dire, surtout sur les choses dont on n'a absolument aucune preuve. Et ça, je me suis aperçu en lisant tout ce qu'on savait, enfin tout ce qui avait été écrit sur Valadon, que les gens tirent vite des conclusions. Alors ça peut être des conclusions sur la paternité de Suzanne Valadon, la paternité de Maurice Utrillo. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir qui est le père de Suzanne Valadon ou qui est le père de Maurice Utrillo. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir que ni elle ni son fils n'ont un père biologique prouvé d'une certaine manière. Donc ça, c'est plus intéressant pour la structure de la pensée. Donc cette écriture en fait du jeu, c'est aussi une écriture de quelqu'un qui cherche. Et à un moment donné, je me suis dit aussi, moi je suis plutôt un historien de l'art contemporain. Donc dans l'art contemporain, on a toujours plus ou moins la possibilité de rencontrer des gens qui ont connu les personnes sur lesquelles on écrit, si ce sont des gens actifs dans les années 50, 60, 70. Et là, Suzanne Valadon, il y a très peu de gens qui peuvent vous en témoigner de manière réelle, à part Jeannine Varnaud, qui est une historienne de l'art, qui a écrit beaucoup de livres sur Montmartre, Montparnasse, dont le père était un proche de Suzanne Valadon, mais Jeannine Varnaud, elle a plus de 102 ans, 103 ans peut-être maintenant, et je suis pas allé la voir parce que j'ai lu tout ce qu'elle avait écrit récemment, et en fait elle dit d'une certaine manière toujours la même chose en fait, et donc je me suis dit bon bah voilà, ça c'est pas forcément une piste. Une autre piste, c'était de lire tous les témoignages, et à un moment donné je me suis aperçu que il fallait se méfier des témoignages de manière extrême, parce qu'il y avait une coupure de presse dans les archives de la bibliothèque Kandinsky, où quelqu'un disait qu'il avait très bien connu Valadon, qu'il l'avait beaucoup vu pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils se réchauffaient ensemble autour du feu, etc. Manque de chance, Suzanne Valadon est morte en 1938, donc c'est assez difficile de l'avoir connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis dit, oulala, il faut faire très attention à ça. Donc ça, c'était l'une des leçons des archives. L'autre leçon, c'est vraiment, je me souviens, le premier jour où je suis à la bibliothèque Kandinsky, que j'ai commencé par la revue de presse, d'une nausée qui m'a pris en lisant tous les articles qui avaient été écrits sur elle dans les années après la Seconde Guerre mondiale, 50, 60, 70, même au moment de sa grande rétrospective au Musée national d'art moderne. Le machisme, pas forcément celui des journalistes, mais peut-être celui des éditeurs, c'est-à-dire Suzanne Valadon apprend à peindre dans le lit des impressionnistes, enfin que des choses comme ça. Et vraiment, j'ai le souvenir, au bout d'1h30, 2 heures, de me dire, c'est quand même hallucinant qu'on écrive comme ça sur cet artiste. Et donc, comme je suis un historien de l'art, et que mon livre n'est pas non plus un livre à thèse ou engagé au sens... il faut absolument que les artistes femmes soient au Panthéon, il faut absolument reconnaître qu'elles sont meilleures que les hommes, j'exagère un petit peu. En fait, il faut regarder ce que les œuvres sont, et puis c'est là où on va pouvoir juger de la qualité du travail. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant justement de voir comment les personnes ont parlé de Suzanne Valadon au fur et à mesure du temps, ce que je suis absolument incapable de faire. Et donc j'ai dans le livre aussi, il y a 5 chapitres en fait qui donnent la parole à des témoins
deux vivants de Suzanne Valadon, sous différents modes d'écriture. Donc il y a Edgar Degas avec qui elle a échangé une correspondance fournie, mais généralement on ne met pas toute la correspondance, on choisit des extraits. Donc moi dans mon livre, il y a toute la correspondance, toutes les lettres que Edgar Degas a écrites à Suzanne Valadon. Malheureusement on n'a pas les réponses. Il y a un texte de Madeleine Bunou qui est une critique d'art, artiste, qui est l'autrice du premier livre uniquement consacré à des artistes femmes, que je mets en relation avec la préface d'Orival pour l'exposition de 67. Et quand on met en parallèle ces deux textes, c'est intéressant parce qu'on voit que dans les deux textes, il y a à la fois des choses très bien, ou en tout cas des fulgurances de critique, et en même temps des autoroutes de la pensée, voire même des clichés machistes sur la création des femmes. Et c'est pas uniquement dans le texte de Dorival, mais c'est aussi dans le texte de Madeleine Bunou. Donc on peut pas être, il faut éviter d'être on peut pas être manichéen en fait. Il y a des choses qui sont bien dans les deux textes et des choses qui sont vraiment problématiques dans les deux textes. Et les deux derniers témoignages, c'était celui de Germaine Eisenman, parce que ça me permettait de parler un petit peu de cette légende noire attachée à Suzanne Valadon, qui est la légende de la Trinité maudite avec Maurice Utrillo, son fils, et André Hutter, ce second mari qui avait le même âge que son fils. Moi, j'ai aucune preuve des scènes de ménage entre Maurice Utrillo, André Hutter et Suzanne Valadon, et j'aime bien travailler sur des preuves, en fait. Et donc, tous les articles de journaux, tous les témoignages, je ne sais pas comment on peut se fier à ça. Germaine Eisenman, elle était intéressante parce que c'est l'élève la principale élève de Suzanne Valadon, qu'elle a connue très très longtemps, et en fait à un moment donné elle explique que souvent Maurice Utrillo s'amusait à créer le bazar. Suzanne Valadon mettait Maurice Utrillo avec les bourgeois pour justement choquer le bourgeois. Et donc ça permettait de comprendre que cette Trinité maudite, il y avait aussi une part de jeu d'une certaine manière dans la manière dont il se représentait dans la bohème de Montmartre. Donc c'était important d'avoir ce témoignage. Et le dernier témoignage, c'est celui de Berthe Veil, dont il y a une exposition qui a ouvert au musée de l'Orangerie lundi, de voir aussi la relation que Berthe Veil avait avec Suzanne Valadon, parce que ce qui était très important pour moi dans le livre, c'était de montrer que évidemment Suzanne Valadon n'est pas du tout une artiste isolée, seule, mais qu'elle est au sein d'espaces, de réseaux, et que l'un de ces réseaux c'est Montmartre, un autre de ces réseaux c'est les femmes artistes modernes, et donc que la création de Suzanne Valadon, elle se fait aussi avec ces réseaux. L'un de ces réseaux, le réseau principal, c'est sa famille, parce que elle a vécu avec sa mère jusqu'à la fin de sa vie, elle a vécu avec son fils pendant très très longtemps. Donc voilà, donc ce jeu en fait permettait d'une certaine manière de faire l'enquête, et peut-être de prendre des partis pris qu'on ne prendrait pas de manière aussi assumée dans une écriture plus objective, si cela est possible, tout en donnant la parole à d'autres personnes. En fait. Donc finalement, ça permettait de prendre la parole tout en la donnant à d'autres personnes. Ouais. Et oui, cette inclusion de ces textes contribue vraiment à reconstituer un petit peu ce microcosme de Montmartre et au-delà. Merci infiniment. L'état de l'art, c'est aussi ça, la rencontre d'un regard, celui d'un historien, une historienne de l'art, avec quelque chose de fort, l'art de Valadon ici, et puis aussi des éditeurs, des éditrices qui permettent en fait de trouver un cadre pour développer toutes ces idées. Merci infiniment de cette discussion. Elle peut se poursuivre autour d'un échange plus informel avec Clément et Delphine autour du livre qui est là, qui est disponible. Avant de couper le micro à jamais, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour l'état de l'art autour du dernier numéro de la revue Perspective, actualité en histoire de l'art, édité par les soins de l'Institut, qui est consacré pour ce dernier numéro au thème du travail. Et donc c'est une rencontre qui sera animée par Thomas Golsen. À la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous deux.